Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le lundi 8 septembre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Le destin de François Bayrou est sur le point d'être scellé. Le Premier ministre ne devrait pas obtenir la confiance des députés qui votent en ce moment à l'Assemblée nationale. On retrouvera sur place notre envoyé spécial Jefferson Desports. La chute annoncée du gouvernement annonce une nouvelle zone de turbulence pour le pays. Face à cette crise qui dure, vous êtes de plus en plus nombreux à éprouver de la fatigue démocratique. Traduction du désintérêt pour la politique. On en parlera avec Océane Archambault. Enfin, des nouvelles plus réjouissantes. En sport, les clubs bordelais ont brillé ce week-end. En football d'abord, les Girondins enchaînent une deuxième victoire consécutive en National 2. Et en rugby, le top 14 démarre bien pour l'UBB, tombeur de La Rochelle. L'histoire est écrite. François Bayrou est quasiment assuré de perdre le vote de confiance qu'il a provoqué il y a 2 semaines. Le Premier ministre avait engagé la responsabilité de son gouvernement pour défendre son plan d'économie de 44 milliards d'euros. Un pari perdant puisque l'Assemblée nationale lui est majoritairement hostile. Jefferson Desports, vous êtes sur place. Bonsoir Jefferson. Vous suivez les événements pour nous. La chute du gouvernement Bayrou, c'est vraiment qu'une question de minutes ? Alors on le saura d'ici même peut-être une heure, entre 19h et 20h, mais oui, vous l'avez dit, c'est un Premier ministre en sursis et très probablement condamné à quitter Matignon, qui a pris la parole à 15h à la tribune de l'Assemblée nationale, en sursis parce que toutes les oppositions lui ont promis de ne pas lui accorder la confiance, mais cela n'a pas empêché François Bayrou de rester droit dans ses bottes, de rester sur sa ligne et d'alerter à nouveau sur les dangers du surendettement. Il l'a dit, notre pronostic vital est engagé. Depuis 51 ans, la France n'a pas voté un budget en équilibre, a-t-il rappelé. Mais cela ne sera sans doute pas suffisant car le vrai sujet, le seul sujet de discussion ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est bien celui de l'après-Bayrou. À la tribune, Boris Vallaud, le député socialiste des Landes, a tout simplement appelé Emmanuel Macron à confier le pouvoir à la gauche. Nous sommes prêts à gouverner, a-t-il dit. De son côté, Marine Le Pen, elle, a appelé le chef de l'État à dissoudre l'Assemblée nationale, rien de moins. Et on attend maintenant les Insoumis qui doivent prendre la parole d'ici quelques minutes, mais eux aussi n'épargneront pas le chef de l'État et appelleront sans doute plus qu'à une dissolution, à sa destitution. Voilà, donc c'est l'histoire, vraiment c'est la fin d'un chapitre qui est en train de s'écrire ici à l'Assemblée nationale, celui de François Bayrou à Matignon. Jefferson, si la chute de François Bayrou se confirme, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors si sa chute se confirme, ce qui devrait plus trop tarder maintenant, tous les regards vont se tourner vers Emmanuel Macron, bien entendu. C'est lui qui a les clés, avec plusieurs scénarios entre les mains, soit une nouvelle dissolution, mais ce scénario-là semble le plus lointain à ce stade, ou plus probablement nommer un nouveau Premier ministre. Il faudra alors trouver un mouton à 5 pattes, quelqu'un capable de naviguer dans une assemblée sans majorité, et surtout d'arracher un accord de non-censure sur le prochain budget. Mais ce que tout le monde veut ici à l'Assemblée nationale, ce que les partis politiques veulent, c'est une décision rapide. Ils ne veulent pas qu'Emmanuel Macron tergiverse une fois encore et que tout ça prenne beaucoup de temps. D'abord parce qu'il y a un budget à voter. Il faut que la France ait un budget avant le 31 décembre. Ensuite, parce que les agences de notation sont toujours dans les parages. L'agence Fitch doit rendre son avis dès le 12 décembre. Et enfin, parce que le 10, mercredi, un nouveau mouvement va voir le jour. On saura si c'est un mouvement de fond ou une menace sans lendemain. C'est ce mouvement qui a appelé à tout bloquer le 10 septembre. Donc, pour toutes ces raisons, on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait prendre le risque d'ajouter à une potentielle crise sociale une véritable crise politique. Donc voilà, si François Bayrou tombe, tous les regards se porteront sur l'Élysée. Merci beaucoup Jefferson, vous êtes notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale. La chute annoncée du gouvernement Bayrou plonge un peu plus le pays dans l'incertitude, une crise politique, institutionnelle aussi qui suscite l'exaspération et l'inquiétude. C'est le cas notamment à Sciences Po Bordeaux où la rentrée se déroule dans un contexte pesant. Alors comment ces étudiants, futurs acteurs de la vie politique, vivent-ils la situation ? Emma Sicley est allée leur poser la question. Sac de cours sur les bancs, ordi déjà ouvert, c'est la rentrée chez les étudiants en sciences politiques. Une rentrée pleine d'espoir pour les premières années, surtout en ce jour de vote de confiance. Oui, le contexte politique actuel influe, parce que j'ai envie justement de mieux comprendre ce contexte-là, les événements qui se déroulent. Je pense que les sciences sociales, c'est un peu le meilleur moyen de répondre à la plupart des enjeux qui se posent aujourd'hui dans le monde et j'aimerais bien pouvoir plus comprendre. Mais pour ceux qui s'apprêtent à entamer leur dernière année, la crise politique a pesé sur leur parcours. Ils dénoncent un climat pesant entre étudiants et des cours parfois déconnectés de la réalité politique.
Alors ça influe, je pense, sur le climat général dans l'école, parce qu'étant donné qu'on est quand même des étudiants qui sont très politisés, par rapport à la moyenne des gens de notre âge, je dirais, c'est des sujets qui reviennent très souvent, des écarts qui se marquent de plus en plus. Sur quelque chose de très national, très local, c'est plus compliqué d'avoir des profs qui modifient leur syllabus au dernier moment pour te dire « Ah ben en fait, fun fact, il s'est passé ça ». C'est un peu compliqué. Je pensais que quand tu commençais à comprendre comment ça fonctionnait au niveau des institutions surtout, institutions publiques, tu pouvais peut-être y changer quelque chose et j'avais un petit peu d'espoir là-dedans, je pense. Une désillusion pourtant ressentie par les professeurs qui souhaitent désormais renforcer le lien avec l'actualité. Ils sentent parfois que leurs enseignements sont un peu trop déconnectés par rapport à l'urgence qu'ils perçoivent. Donc de mon côté, j'essaie effectivement d'écouter ces mal-être et encore une fois, je pense que la connexion entre l'enseignement et ce qui se passe en dehors de ces murs est très importante. Aujourd'hui, j'aurai cours, forcément je ferai référence au vote qui se tiendra en même temps à l'Assemblée nationale. 2 jours après ce vote de confiance, la France pourrait vivre une journée de blocage. Selon certains étudiants du campus, des mobilisations seraient aussi prévues à Sciences Po. Et depuis la dissolution en juin 2024, l'Assemblée nationale est plus morcelée que jamais, aucune majorité ne se dégage. Et après Michel Barnier et François Bayrou, donc Emmanuel Macron devrait nommer dans les prochains jours un 3e Premier ministre en moins d'1 an. Une instabilité politique qui fatigue de plus en plus de Français. Océane Archambault, bonsoir. Bonsoir. Océane, quel est le sentiment qui prédomine ? Alors, depuis 2022, vous l'avez dit, la situation politique en France est plus qu'instable. On a vu 4 premiers ministres défiler, un record sous la Ve République. Une crise qui se traduit chez les Français par un niveau de confiance extrêmement bas et qui se vérifie dans le dernier baromètre du Centre de recherche politique de Sciences Po. Seuls 26% des Français déclarent avoir confiance dans la politique. À titre de comparaison, chez nos voisins européens, c'est 47% en Allemagne et 39% en Italie. Un constat partagé par notre journaliste Mélie Bernier aujourd'hui. À quelques heures du vote décisif, elle est allée à la rencontre des Bordelais, plutôt réticents d'ailleurs à l'idée de donner leur point de vue sur la politique actuelle. Écoutez. Il y a des fausses promesses tout le temps et puis en vrai il n'y a plus tant de promesses parce que aucun des trucs nous concerne réellement. Il y a beaucoup de faux problèmes et du coup des fausses solutions à des faux problèmes et toujours les mêmes qui s'enrichissent et toujours les mêmes qui galèrent. Personnellement, je ne crois plus en la politique et je pense que je ne suis pas la seule. Moi, je pense qu'il faut changer toute la classe politique. C'est les mêmes qu'on voit depuis 30 ans, 40 ans. Ils sont issus du même sérail, ils ont fait les mêmes écoles. Donc droite, gauche, milieu, hyper extrême, ils ont la même façon de voir les choses, la même façon de penser, la même façon de réfléchir. Donc à partir de là, peu importe qu'on change, ça ne changera pas pour moi. Ils auront tous une idée plus merveilleuse que celle des autres et lorsque c'est mis en place, ça ne fonctionnera pas. Alors ça m'intéresse pas plus que ça, c'est vrai que la politique ça fait mal à la tête. J'ai l'impression qu'on n'écoute pas vraiment les citoyens finalement. Donc moi je me dis à quoi bon écouter ce qui se passe à la télé, je préfère ne même plus prendre connaissance de ce qui se passe et juste vivre ma vie. On vient de l'entendre, les Français sont lassés et préfèrent donc se détourner complètement de la politique. Et encore une fois, les chiffres parlent. Face au chaos politique actuel, 65% des Français préfèrent se détourner de la politique et se concentrer sur leur vie personnelle. Océane, cette perte de confiance en la politique, elle se traduit aussi par une perte de confiance en l'économie ? Oui, tout à fait, Johan. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur l'indice de confiance des consommateurs, mesuré tous les mois par l'INSEE, pour connaître l'impact de l'instabilité politique sur la consommation. En août, l'indice recule jusqu'à atteindre son niveau le plus bas depuis octobre 2023. Une crainte qui s'explique en partie par l'effort financier demandé aux Français pour réduire la dette, économiser 44 milliards d'euros. Merci beaucoup, Océane Archambault. Avant la démission du Premier ministre et à 2 jours du mouvement Bloquons tout ce mercredi, des pots de départ de François Bayrou ont lieu en ce moment devant de nombreuses mairies en France. C'est le cas justement à Bordeaux où on retrouve notre reporter Yvan Branchy. Yvan, bonsoir, vous êtes sur la place Péberlan. Quelle est l'ambiance et quel est l'objectif de ce rassemblement ? Oui, bonsoir Johan, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, c'est ici même, donc à 19h précisément, que place Péberlan, devant l'hôtel de ville, le pot de départ du Premier ministre François Bayrou sera organisé pour célébrer ainsi la probable chute du gouvernement. Alors pour l'heure, il est quand même difficile d'estimer, de quantifier le nombre de personnes présentes. Ce qui est sûr, c'est que l'appel a été largement relayé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et à mes côtés, justement, pour en parler, on retrouve la chef de file de la France Insoumise Bordeaux, Lucie Aymon. Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Merci à vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement ? Alors nous on est présents donc aujourd'hui avec la France Insoumise en soutien à l'appel de Blocontou Gironde pour le pot de départ de François Bayrou. Aujourd'hui c'est avant tout un jour de célébration de ce qui est pour nous une probable, parce que sa chute semble désormais inéluctable, une probable victoire populaire parce qu'on pense que c'est le mouvement du 10 septembre qui a poussé à la chute du Premier ministre Bayrou, mais aussi surtout à la chute du budget de malheur qui promettait aux Françaises et aux Français, suppression de 2 jours fériés, doublement des franchises médicales, diminution du nombre de fonctionnaires. Donc on pense que c'est une première victoire du mouvement citoyen d'ampleur qui se prépare pour le 10 septembre et qu'il y a beaucoup de Françaises et Français qui vont être certainement soulagés ce soir de voir ce budget tomber. Alors cette fête populaire donne en quelque sorte un avant-goût de la journée du 10 septembre. Est-ce que les actions parviennent à se dessiner, vous, où est-ce que vous serez ? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un peu une répétition générale, on va dire, du grand mouvement qui s'annonce pour mercredi. On a été nombreuses et nombreux, avec les militants de la France Insoumise, à participer aux assemblées citoyennes qui se sont préparées ces dernières semaines sur le territoire. Des assemblées citoyennes où il y avait déjà énormément de citoyens et c'était assez impressionnant, plus de 200 personnes pour des réunions. Et donc nous, on sera présents ce mercredi, place des Quinconces à 11h. Et après, on pense qu'on sera très nombreux et nombreux. Il y a aussi des appels à la grève et donc on invite aussi tous les salariés qui le peuvent à faire grève ce jour-là. Merci beaucoup Lucie Aymon d'avoir été avec nous en direct. À noter enfin Johan, et vous en avez parlé, qu'à Bordeaux plusieurs actions sont prévues avec comme temps fort la journée du mercredi et cette mobilisation à 11h place des Quinconces, mais aussi d'autres actions qui seraient prévues comme le blocage du site Amazon à Bassins ou encore un barrage filtrant à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. De son côté, la CGT se joint au mouvement et appelle à des mouvements de grève dans le secteur du transport ou de la santé. Merci beaucoup Yvan Branchy. Le vote de confiance menace son poste de ministre du Tourisme. Nathalie Delattre reste candidate à la mairie de Bordeaux. Dans le journal Sud-Ouest, la sénatrice de Gironde appelle les candidats du centre et de la droite à s'unir pour battre le maire sortant, Pierre Urmic. Un message adressé à Thomas Cazenave, le député de Gironde qui affiche de nouveaux soutiens et a bien l'intention d'être tête de liste. Nathalie Delattre l'invite à travailler ensemble. En parallèle, la sénatrice de Gironde a officialisé ce vendredi sa candidature à la tête du Parti radical, une formation de centre-droit qui soutient Emmanuel Macron. On clôt cette page politique avec un tout autre sujet maintenant. En football, les Girondins de Bordeaux enchaînent une 2e victoire consécutive en National 2, la première de la saison à domicile. Samedi, le club au Scapulaire a battu Saumur 2-1 grâce à des réalisations d'Étondé et de Bas. Au classement après 4 journées, Bordeaux remonte à la 7e place, à 3 points du trio de tête. Écoutez Bruno Irles, l'entraîneur, et Guillaume Audru, le milieu de terrain girondin. Ils étaient au micro de Guillaume Drissler. On va dire qu'on a une belle marge de progression devant nous. Ça, c'est le côté positif, parce qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon dans la finition, on n'a pas été bon sur la fin du match pour maîtriser notre adversaire. Donc les points positifs, c'est cette marge de progression et cette faculté, on ne peut pas l'enlever, de se créer un nombre d'occasions très important. Quand on est entraîneur, c'est important de se créer des occasions. On avait du mal sur le premier match qu'on avait eu ici contre Avranches. Aujourd'hui, on a passé un cap, on se crée beaucoup d'occasions. C'est pas suffisant puisque le match a été difficile. On est toujours dans le dur, mais quand vous gagnez dans la difficulté, c'est plaisant. Ouais, c'est sûr que ça nous fait vraiment du bien de gagner à domicile. On sait qu'on est très attendu ici. Ça fait les 2 premiers matchs, on n'a pas pris les 3 points. On a senti que le public attendait mieux de nous et même nous, on attendait mieux de nous. Donc même si la copie est moins intéressante dans le jeu que la semaine dernière, je pense que le plus important ici, c'est de ramener les 3 points, que tout le monde rentre chez soi avec le sourire et qu'on fasse revenir les gens pour le prochain match à domicile et que nous, on lance notre petite série, que chacun prenne de la confiance. Et puis en rugby, l'Union Bordeaux-Bègles lance de la meilleure des manières sa saison en top 14. Samedi, le champion d'Europe en titre est venu à bout de La Rochelle. Victoire 23-18 devant le public de Chabandelmas. Un match accroché dans lequel les Bordelais ont fait la différence grâce à leur force de caractère. C'est l'analyse de Boris Pallu, la nouvelle recrue du club. Parfois en ne trouvant pas des touches, en conquête, en se trompant sur des trucs, on s'est mis la pression un peu tout seul et un peu la tête à l'envers. Mais je trouve que on n'a pas craqué malgré tout et on a réussi à le retourner. Et je pense que sur le rythme, on était prêt et ça s'est vu sur toutes les contre-attaques, sur les coups de pied. On a chassé fort derrière, on les a mis sous pression. Donc moi je pense que sur le rythme, l'équipe elle est prête. Ouais. La Rochelle, c'est une équipe qui nous fait du mal depuis quelques temps sur le combat. Rappelez-vous l'année dernière, ils sont venus gagner ici chez nous
en proposant un jeu minimaliste mais avec beaucoup de combats. Donc on a répondu présent aujourd'hui sur ça. C'était pas un grand match de rugby, mais notre 8 de devant a quand même fait le boulot dans le combat. On a eu Des propos recueillis par Dorian Malvezin qui recevra à 19h Yannick Bru, l'entraîneur de l'UBB. Une interview à suivre tout à l'heure dans 19h Sport. C'était le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest vient en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Gwenaël Badetz, chef des informations générales. Gwenaël, bonsoir. Bonsoir Yohan. Quel est le programme demain ? Évidemment, la rédaction est mobilisée autour du vote de confiance qui a lieu à l'Assemblée nationale, qui a été demandé par le Premier ministre François Bayrou. Nous sommes mobilisés à Bordeaux, mais aussi à Paris. Notre confrère Jefferson Desports est à l'Assemblée, donc le Premier ministre s'est exprimé, tous les groupes politiques aussi. Là, ça y est, c'est l'heure du vote. On devrait en connaître la teneur vers 18h50. On vous racontera tout ça dans le journal de demain. Et puis on est aussi mobilisé dans nos agences, notamment à Pau, la ville du Premier ministre, où nous allons suivre les manifestations, le pot de départ du maire Premier ministre. C'est un pot qui est aussi le coup d'envoi du mouvement du 10 septembre, dans 2 jours. Merci beaucoup Gwenaël, on lira ça demain dans Sud-Ouest. À un peu plus de 6 mois des élections municipales, la rédaction de TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Un format original intitulé « C'est vous le maire ». Aujourd'hui, Antoine Rivalin est allé à la rencontre des commerçants et des habitants de Lacanau en Gironde.